Avril 1684, de jeunes et beaux garçons disparaissent mystérieusement dans le quartier du Châtelet. On ne retrouve aucun corps, aucun habit, aucune trace des 26 jeunes hommes. La frayeur gagne les habitants de la ville et fermer sa porte à double tour quand vient la nuit fait partie des automatismes de chaque Parisien. Une rue va particulièrement attirer l'attention de la police. C'est dans cette rue qu'on va avoir les réponses aux mystérieuses disparitions. Nicolas de la Reynie sort du château de Versailles. La Reynie, c'est celui à qui on doit l'expression « Paris, ville, lumière ». Il a fait installer 6000 lanternes pour sécuriser les rues de la capitale et ses résultats pour arrêter les malfrats sont spectaculaires. Mais aujourd'hui, il est de méchante humeur. Il a été convoqué par le roi qui vient de lui faire de sévères remontrances. Et il y a de quoi. L'affaire des disparus du Châtelet dure depuis maintenant 4 mois et n'est toujours pas résolue. Et les Parisiens sont morts de peur dès que vient la nuit. Il doit à tout prix stopper ces mystérieuses disparitions. On ne sait pas vraiment ce qu'il se passe dans les rues de la capitale et surtout, aucun corps n'a été retrouvé. Les rumeurs enflent et dorénavant, chaque Parisien a sa petite idée sur les disparitions. Mais l'une des rumeurs va prendre plus d'importance que les autres. Il s'agirait en fait d'une mystérieuse comtesse qui enlèverait les beaux et jeunes garçons pour prendre des bains de sang humain dans l'espoir de guérir d'un mal incurable ou pour garder une jeunesse éternelle. La Reynie n'y croit pas. Il va alors mettre sur l'affaire un de ses plus efficaces policiers, le sergent Lecoq. Lecoq est un homme rusé et la Reynie est sûre qu'il va faire rapidement la lumière sur ce qui se trame au fond des ruelles sombres de Paris. Lecoq enquête et met très vite à contribution son fils Exupère qui servira d'appât. Exupère prend le nom de Jean-Baptiste Léveillé. Il se fait passer pour un provincial et ne connaît personne à Paris. On l'affuble de chaînes en or clinquantes et d'une bourse bien remplie qu'il doit rendre visible. Jean-Baptiste commence à déambuler dans le quartier du Châtelet, là où ont disparu les jeunes hommes, suivi de 5 policiers dont son père habillé en mendiant. Au bout de 5 jours, il rencontre une jeune femme de toute beauté, accompagnée de sa gouvernante. Avec cette dernière, il entame une discussion. La jeune femme est une princesse, fille d'un prince polonais et d'une mercière de la rue Saint-Denis. Elle ne parle pas français. Le père est mort et a laissé à sa tendre fille toute sa fortune. Après plusieurs échanges, Jean-Baptiste se fait passer pour un riche médecin, déclare à la gouvernante qu'il est tombé fou amoureux de la princesse et qu'il veut l'épouser. La gouvernante, l'air satisfaite, va alors lui proposer de rencontrer la mère de la jeune fille. Exupère a prévenu son père de la future rencontre avec cette mystérieuse princesse qui pourrait bien être au cœur de l'histoire de disparition. Ils conviennent qu'Exupère devra siffler s'il sent le moindre danger. Exupère se transforme à nouveau en Jean-Baptiste, part au rendez-vous et suit la vieille dame dans les ruelles de Paris. Après plusieurs détours, ils arrivent à la rue Courtalon, petite rue sombre et s'engouffrent sous une porte basse. Dans la pièce, la princesse Jabiroska est là et Jean-Baptiste reste pétrifié devant sa beauté. Elle l'emmène dans une autre pièce et lui demande de patienter. Jean-Baptiste, encore sous le charme de la jeune femme, a oublié d'envoyer le signal. Son père et les 4 policiers ont suivi la gouvernante et s'inquiètent de ne pas avoir reçu l'alerte. Ils vont alors faire irruption par la fenêtre et entrer dans la pièce où se trouve Jean-Baptiste. Après une fouille rapide, ils vont faire une effroyable découverte derrière un paravent, dans un grand placard. Dans ce placard, il y a 26 assiettes aux liserés d'argent, posées sur plusieurs étagères. Et dans chaque assiette, 26 têtes coupées et momifiées des jeunes garçons. Au même moment, la princesse, accompagnée de ses hommes de main, arrive dans la pièce pour trucider Jean-Baptiste. Mais les policiers les désarment facilement et ils sont arrêtés immédiatement. La princesse Jaborivska passe aux aveux. Elle n'était en fait qu'une Anglaise, au nom de Guilford, qui attirait les jeunes gens avec l'aide de sa complice et fausse servante dans sa modeste maison pour les détrousser. Elle les faisait exécuter par ses hommes de main, puis décapiter. Les biens comme les bijoux, l'or et toutes les choses de valeur étaient partagés entre les hommes. Mais la fausse princesse était surtout intéressée par un trafic bien plus juteux, d'une toute autre valeur.
Elle vendait les têtes de ses victimes pour 10 louis d'or, une véritable fortune à l'époque, à un soi-disant savant allemand féru de phrénologie, une théorie pseudo-scientifique selon laquelle les bosses du crâne d'un être humain reflètent son caractère. Et l'Allemand voulait uniquement des cerveaux de jeunes gens en bonne santé. Restait un dernier mystère à élucider. Où étaient passés les corps des 26 victimes ? La princesse avait tout prévu. Elle les avait déjà revendus à des étudiants en médecine.